Salut les amis, coucou les petits loups. Dans cette deuxième partie de quel boîtier est fait pour nous, je vais aborder rapidement les trois grands formats de boîtiers que nous avons. Mais bien évidemment, il existe des milliers d'usages différents pour un boîtier donné. Je ne vais pas tous les évoquer, c'est évident. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Ce qui fait qu'on puisse aimer un boîtier qui sera parfaitement détesté par une autre personne parce que ce modèle ne lui convient pas du tout. Dans ma première vidéo, j'ai mis de côté le sujet des photosites. Dans cette vidéo, je vais l'aborder, mais sous un autre angle. Vers la fin de cette vidéo, je vais vous donner deux conseils. Donc je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette présente vidéo. Alors commençons par les micro 4/3. Alors utilisez surtout pour la vidéo, compte tenu de la petitesse de leur capteur, qui va leur permettre une relativement grande profondeur de champ par rapport à un plein format, et cela va éviter à l'autofocus de faire des yo-yo. D'ailleurs, je ne sais pas si certains parmi vous ont eu des compacts dont les photos étaient nettes des chaussettes jusqu'à l'infini. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Avec les micro 4/3, on a une très grande profondeur de champ. Donc le problème, quand on veut faire des flous pour un modèle, pour atténuer la netteté de l'arrière-plan, c'est plus compliqué. Alors, comme mon père, si vous n'êtes pas vraiment attaché à la composition de la photo, j'allais dire que les micro 4/3 peuvent parfaitement faire l'affaire et vous donner satisfaction. Sachant que les micro 4/3 ne sont pas des boîtiers bas de gamme, mais c'est un format différent avec ses avantages et ses inconvénients différents d'un plat format. D'ailleurs, lors de votre démarche d'achat, voyez si les APS-C ne pourraient pas vous faire également l'affaire. Par exemple, le Z50, qui est un petit format par rapport à un Z6 par exemple, offre tout comme le micro 4/3, légèreté et prix d'achat relativement raisonnable. Je dis bien relativement parce que quand il faut sortir son argent, c'est toujours un petit souci. Alors, je sais que je n'entre pas dans le détail des micro 4/3 qui ont leur avantage, par exemple, pour la vidéo, parce que j'allais dire que, de toute évidence, les micro 4/3 sont vendus d'abord pour leur capacité à faire des vidéos de très très bonne qualité. Donc, je n'insisterai pas sur le point. Les APS-C, alors, certains d'entre eux ont des petits gabarits, comme le Z50, et peuvent intéresser bon nombre de photographes amateurs qui ne cherchent pas des appareils super pointus avec des performances à tout prix. Ils sont légers, maniables, relativement simples en général. Je dis bien en général parce que plus on avance dans la technologie et plus les boîtiers sont compliqués à utiliser. Leurs qualités photo ne sont pas à remettre en cause. Le parc optique est relativement conséquent, un petit peu moins que les 24-36, mais quand même conséquent. Ils sont bons en photo et en vidéo, avec, on va dire, un petit bémol sur la profondeur de champ. La profondeur de champ sera, comment dire, un peu plus pointue à obtenir. Enfin, le flou de la profondeur de champ sera un petit peu plus pointu à obtenir qu'avec un 24-36 et plus encore avec un moyen format. Mais les moyens formats, je les ai mis de côté parce que ce sont vraiment des formats plutôt pour les pros compte tenu du budget relativement conséquent à investir. Donc les APS-C peuvent être de bons outils pour la chasse photographique animalière parce que quand on met un 200 mm qui se transforme en 300 mm, faut avouer que ça le fait carrément. On peut maîtriser la profondeur de champ quasiment autant qu'avec un plein format. Vous avez remarqué, j'ai dit quasiment. Hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, on s'en approche beaucoup. Alors, les capteurs étant plus petits que le 24-36, pour Nikon c'est le coefficient 1.5, pour Canon c'est 1.6 je crois, en fonction de ces boîtiers. Donc je vais parler essentiellement des boîtiers Nikon, mais c'est vrai aussi pour Canon, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc il faut bien faire attention de prendre des optiques qui respectent ce ratio, à savoir, pour être compétitif par rapport à un 20-24 mégapixels
sur un plein format, il faut prendre un 16-20 mégapixels pour un APS-C. D'ailleurs, les fabricants ne s'y sont pas trompés et vous proposent pour les pleins formats des 20-24 mégapixels et pour les APS-C plutôt des 16-20 mégapixels. Léger, avec les mêmes accessoires que le 24-36, ou peu s'en faut, ça peut être une bonne solution quand on a un budget relativement limité. Alors, on arrive au gros de la troupe, à savoir les 24-36, plein format. C'est le gros du bataillon. C'est là où on trouve le plus de modèles différents. Là encore, je ne vais pas vous parler de toutes les marques que je ne connais pas à fond, donc je ferai l'impasse sur le sujet. Mais si vous vous intéressez à une marque particulière, vous saurez ce qu'il vous reste à faire. Les capteurs, en principe, offrent plus de souplesse en basse lumière et dans les hauts ISO, de façon à pouvoir faire des photos dans des conditions que je définirais comme limites, quant à la définition et aux détails qu'on peut y trouver sur les fichiers. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les fabricants proposent des capteurs de 16 à 24 mégapixels et pas vraiment au-delà, sauf sur des boîtiers qui coûtent la peau des fesses et qui sont moins souples que les pleins formats 20-24 mégapixels. Les fameux pleins formats avec 40-45 mégapixels s'en tirent grâce à une logistique conséquente qu'ils embarquent dans les boîtiers. Je vous en ai parlé un petit peu dans le premier volet, donc je n'y reviendrai pas. Ceci étant, les fabricants proposent malgré tout ce type de boîtier, comme le Z8 ou le Z9, mais avec des prix qui sont de 4 500 € en gros pour le Z8, donc à savoir 2 Z6 II, et pour le Z9, 6 000 €, à savoir 3 Z6 II. J'allais dire que ce type de boîtier et ce type de budget est plutôt réservé aux professionnels. Le plein format donc nous offre souplesse et performance à la prise de vue, et cela pour des prix relativement abordables, dans les 1000 à 2000 €, avec des réglages relativement intéressants comme le HDR sur une seule prise de vue, du daylighting, etc., etc. Ce qui va nous permettre de passer moins de temps à triturer les fichiers après avoir fait des prises de vue. Les réglages comme le daylighting, par exemple, vous permettra d'avoir une photo bien équilibrée dans les basses et dans les hautes lumières, ce qui fait qu'on aura du détail et dans les basses et dans les hautes lumières, ce qui est relativement intéressant et nous évite de passer par un logiciel tiers et de passer plus de temps qu'il n'en faut pas sur un fichier. Donc le bémol sur les Z8 et Z9 qui embarquent une technologie dont on n'a pas besoin, qui sont réservées aux professionnels et encore à une frange de professionnels relativement très pointus, à savoir par exemple des photojournalistes qui sont confrontés à des sprinteurs, des sports mécaniques où la marge de manœuvre pour suivre le sujet est relativement limitée et donc ils doivent avoir des vitesses d'obturation relativement élevées et donc n'ont pas tout loisir de pouvoir faire des photos comme ils le souhaitent. Il y a des photos animaliers aussi qui ont des besoins un peu spécifiques, comme par exemple faire des photos d'un faucon qui atteint les 389 km/h en piqué. Alors, les pros qui ont des demandes hors normes ont aussi du matériel hors normes qui la plupart du temps sont prêtés ou donnés par les marques qui souhaitent des photos pour faire par exemple des affiches, comme par exemple des couturiers, des grands couturiers. Mais en général, le matériel est fourni parce qu'il y a une demande très pointue pour du matériel très pointu. Donc là, on n'est plus dans la norme. Or, 95% de la masse des photographes font des photos normales. Donc, ce type de boîtier est plutôt réservé à une frange très pointue des photographes. Pour conclure, partez avec des cartes SD, XQD, de façon à faire des photos pour vous rendre compte, une fois rentré chez vous, ce que cela donne sur vos supports préférés,
comme une télé, un smartphone, votre écran d'ordinateur, de façon à pouvoir voir à quel niveau de résultat vous pouvez vous attendre. Regardez également l'ergonomie du boîtier qui est très importante. Si vous avez des petites mains, inutile de prendre un très très gros boîtier, et à l'inverse, si vous avez de très grandes mains, ne vous embarquez pas à acheter un Z50 par exemple. Le tout selon un budget prédéfini. In fine, regardez bien votre budget, regardez votre cahier des charges. Si le boîtier visé est bien dans votre budget, ne fantasmez pas sur des specs de boîtiers haut de gamme qui offrent le 32 millième par exemple, qui vous ne serviront jamais. C'est uniquement pour des choses très particulières, comme le Faucon Millennium par exemple, ou alors un Faucon tout court. Pour conclure, préférez investir vos sous dans une optique plutôt que de vous acheter un super boîtier dont vous n'aurez pas besoin de toutes les specs et qui affichent des specs, on va dire, extraordinaires. Vous n'avez pas besoin de specs comme, par exemple, faire de la 8K à 120 images par seconde ou avoir le 32 millième. Regardez s'ils proposent de l'Adobe Bureau en 12 et 14 bits, des choses comme ça. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, 2 conseils. Le premier conseil promis, c'est vous qui faites les photos. C'est pas votre boîtier qui décide de quelle photo et quel cadrage vous allez faire. Dans les années 70-80, quand j'ai commencé à faire des photos avec un réflexe, la technologie offerte par rapport à ce que l'on nous propose aujourd'hui était au ras des pâquerettes. Et pourtant, on faisait de belles photos quand même. Choisissez un boîtier qui vous convienne, pas le dernier de la technologie. Le second conseil, c'est l'objectif qui est le plus important. Car si vous avez un cul de bouteille sur un boîtier hors norme, vos photos seront merdiques. Pour autant, ne dépensez pas une fortune dans une optique qui ouvre à 2, un 8 pour un 200 mm par exemple. J'ai eu un 200 mm, je l'ai revendu parce que les boîtiers et les optiques Z font de meilleures photos que les boîtiers et les optiques F. C'est pas moi qui le dis, c'est le CEO du Nikon et je pense qu'il sait ce qu'il dit. Il est suffisamment documenté sur le sujet pour nous dire un certain nombre de choses. J'ai été suffisamment long dans cette vidéo, je vais vous laisser, et comme toujours, c'est vous qui gérez votre budget, c'est vous qui voyez, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.